Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux comparses et associés. J'ai nommé Félix. Salut, salut. Et j'ai nommé Serge. Hello. Comment ça va les gars ? Plutôt bien, hein. Il fait pas beau là, c'est pas terrible. Voilà, c'est bon pour situer, on est mi-novembre hein, et je pense qu'on peut qualifier cette journée de mi-novembre. Mi-novembre à Paris. Là, c'est le branding est respecté. Hein. Là, tout y est là. Il y a tout. Il manquerait un frère. J'écoutais ton intro et je regardais la table. Elle est ronde la table. Ouais, et ben tu vois, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, tu sais, quand on va avoir notre studio là et qu'on va acheter le mobilier, il faudra bien faire attention à avoir une table ronde. Et ensuite, je me suis dit, ça marche pas. Et est-ce qu'on s'en cogne pas complètement en plus de se dire un jour on aura une table rectangulaire. Mais attends, t'es en train d'annoncer quelque chose là au niveau des. Ah bah toujours, hein, tu sais. Non, et puis ce que tu racontes, ça colle avec le thème dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que parler d'une table ronde avec une table carrée, c'est être créatif, non, c'est ça ? Ouais, je suis assez d'accord. Merci pour la passe D. C'est tellement facile. En profondeur. Ils ont fait ça toute leur vie, les mecs. Cadeau. Là, exactement. Bah, écoutez, chers auditeurs, aujourd'hui, on s'est décidé à parler de créativité et sous toutes ses formes. La créativité, on va la définir ensemble, comme d'habitude. Peut-être que Sergio, tu as une question à me poser. Non, c'est pas une question. Mais bon, quand on va rentrer dans le sujet, moi j'aime bien qu'on parle de choses claires, donc il faudra certainement qu'on parte d'une définition, qu'on soit d'accord tous ensemble, qu'on parle de la même chose. On est bien d'accord. Est-ce que pour ce faire, c'est déjà la deuxième fois que je dis pour ce faire, c'est vraiment particulier. Est-ce que pour ça, on se sort pas une définition claire du Larousse ? C'est ce que j'allais demander. Allons-y gaiement. Alors on a notre chercheur, notre analyste Félix qui se plonge dans cette tâche et qui va nous lire la définition de la créativité, la définition officielle. C'est quand même incroyable le dictionnaire d'ailleurs. Parlant de ça. Et là peut-être que je vais me sentir mal parce que ma société s'appelle quand même Malakith Creative Studio. Et si ça se trouve, je suis à côté de la plaque. Non, je crois pas quand même. Je pense pas. Je pense pas. Alors, la première définition, c'est la capacité, pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Voilà. Ok. Donc, il y en a une autre, parce que moi, ça me va, et c'est à ça que je pensais, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Il y a une définition en sociopsychologie, les gars. La capacité de découvrir une solution nouvelle, originale à un problème donné. On est plus dans quelque chose qui te parle. Gardez bien ça en tête parce que oui, il y a des choses qui me parlent là. Ouais. Bah moi, je suis très content qu'il y ait ces deux définitions parce que justement, nous, je trouve qu'il y a nos deux profils finalement ici autour de cette table. Et quand on a discuté dans les 5 secondes où on a décidé de choisir ce thème. Ouais, faut bien le préciser. Parce que là, on a l'impression que le truc il est écrit, scripté, tout ça. Non, pas du tout. On a choisi le thème il y a 5 minutes. Voilà, c'est ça. Okay. Et on l'a choisi en 30 secondes. 30 secondes. Ouais. Mais pour nous, c'est important. On le rappelle, c'est vraiment une discussion. Donc, c'est pas un cours magistral, c'est pas un tuto sur l'entrepreneuriat. C'est vraiment une discussion et une ouverture d'esprit autour de thématiques. Et donc, quand on parlait de la créativité, je pense que pour toi, Sergio, comme pour moi, ça nous parle immédiatement. D'ailleurs, quand tu as balancé le sujet, moi, je dis go. Et en même temps, j'ai ce petit truc de me dire Félix, est-ce qu'il a peut-être autant de choses à dire là-dessus ? Et puis lui-même, il met entre guillemets un bémol. Et à ce moment-là, je me dis... c'est là où moi je me porte en faux parce que je ne me suis pas du tout posé la question. Et j'y viendrai à un moment donné. Le fait de croire que le créatif a une certaine étiquette ou une certaine façon d'être ou est forcément artiste ou ce que vous voulez, pour moi c'est complètement faux. Et j'y reviendrai... en parlant du monde des agences. Si j'oublie, vous me rappelez, mais... Ok, voilà. On te le rappellera. Ouais, ce sera fait. Et moi, du coup, quand j'ai cette pensée-là ultra rapide, au moment où lui, il dit justement, ouais, moi,
je sais pas si ça m'évoque autant de choses, la créativité. Tout de suite, je vois la deuxième définition qu'il a dans le dictionnaire. Du coup, la capacité à résoudre un problème ou apporter une solution. Ouais. Tu vois. Et en fait, là, du coup, je pense que tu vas totalement te retrouver dans cet aspect, C'est possible. sans vouloir parler à ta place. Ouais, non, jamais. Tout ça Voilà. pour dire, il faut que tu nous exprimes ta vision de la chose. Exactement. Bah ça, c'est cool qu'on puisse avoir des visions peut-être plus terre à terre, comme on dit. Ouais, c'est vrai, mais que tu vois, bizarrement, en premier abord, j'avais pas du tout cette deuxième définition en tête. Tu vois, pour moi, la créativité, c'est un truc artistique. Mais Vraiment. Enfin, je l'ai pas en tête. Ouais. C'est pas vrai. Mais tu vois, de prime abord, tu vois, en réflexe, je me dis, la créativité, est-ce que c'est vraiment mon truc? Et la réponse, c'est la suite dans l'épisode. Celui-là ou le suivant? Non, c'est toujours. Peut-être que la discussion sera tellement longue qu'elle sera sur 2 épisodes. Bon, juste, je sais que je vais oublier et je vais juste structurer ma pensée comme ça. On pourra y revenir plus simplement. Mais j'ai eu la chance et l'occasion justement de pratiquer plusieurs activités. Une en tant qu'artiste où là, c'est comme si on te collait la créativité à la peau. Et une en tant que professionnel de la communication où c'est pas forcément selon les rôles, pas forcément quelque chose qu'on peut t'attribuer. Comme je disais dans un podcast, moi j'ai commencé en tant que chef de projet et pour beaucoup de gens, le chef de projet, c'est celui qui doit organiser, qui doit être très rationnel, etc. Et qui est pas forcément créatif. La créativité en agence, elle est dédiée donc au domaine donc des directeurs artistiques, des graphistes, etc. Directeur de créa, lui, il a carrément le titre, le boss de fin. C'est Bowser. Ouais. Donc, il y a déjà, pour moi, c'est une faute de catégoriser comme ça. Et je m'expliquerai là-dessus un peu plus en détail sur la deuxième partie de la définition. Et donc, dans ce parcours-là, j'ai eu aussi la chance d'enseigner dans une école d'art appliqué, où là, justement, tout le sujet, c'est de faire comprendre aux étudiants qui sont pas en beaux-arts et qu'ils sont là pour répondre à des problématiques avec de la création, mais ils sont pas là pour forcément exprimer une vision intrinsèque personnelle, mais trouver des solutions à des problèmes pratiques. Donc on rentre plutôt là dans le design que l'art. Voilà. Ok. Les deux distinctions, je structure ma pensée pour qu'on puisse revenir là-dessus un peu plus tard. Moi, je me pose la question comme ça, si la créativité, le mot, le terme, la sémantique, c'est pas un truc qui est finalement une barrière à l'entrée pour tout un tas de gens. C'est-à-dire qu'à l'entendre, il y a toujours cette connotation de l'art. Ben, c'est ronflant, oui. C'est presque divin. Ouais, il y a un petit côté élitiste dans le terme qui fait que peut-être plein de gens, je sais pas ce que nos auditeurs en penseront quand ils entendent l'évocation de la créativité, mais j'ai l'impression que c'est un mot qui peut faire peur en fait. Et de dire à une personne sois créatif, mais ça commence par quoi en fait? Être créatif. C'est je m'assieds et j'ai une inspiration divine justement, ou par quoi je commence? C'est pas quelque chose de... Le mot, quand il est lâché comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de factuel. Il n'y a pas vraiment de recette. Et bon, on le verra après dans l'épisode. Je pense qu'on a, pour notre part, tout un tas de recettes qu'on s'est fait soi-même. Mais je me demande si c'est pas justement ce côté un peu élitiste du mot qui peut être une barrière à l'entrée pour certains. C'est sûr et certain que ça fait peur. J'ai même envie de dire que c'est fait exprès. Dans certains domaines, je parlais de ce truc-là où on va chez les créas. Donc voilà. Et les créas ont en général une tendance à faire exprès de parler leur langage. Voilà. Ouais. Je vois très en sorte bien. qu'on comprenne pas forcément ce qu'ils racontent. Et pour protéger un petit peu, je pense, à tous mes amis créa, moi j'en suis un aussi, mais je me permets de cracher dans la soupe sur ce truc en particulier, c'est de valoriser une sorte d'expertise en s'assurant que les autres ne comprennent pas. En gros, ça te dépasse parce que toi, tu n'es pas forcément sachant. C'est ça. Et il faut justifier le salaire, il faut justifier la position, il faut justifier les études qu'on a faites, et on va toujours y mettre quelque chose qui est de l'ordre de l'inaccessible pour tout un chacun.
Et moi, j'ai eu la chance justement de déconstruire ça en participant donc à l'enseignement en école d'art appliqué. Et tu parlais tout à l'heure de méthodes qu'on s'invente, etc. Non, il y a même des méthodes qui existent depuis les années 60, notamment une qui s'appelle le design thinking. C'est pour ça que je parlais d'art et de design que je sépare. Donc, on pourra parler de créativité dans l'art et de créativité en design. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Okay. Et en design, c'est répondre, donc créer une solution, un produit ou autre pour répondre à une problématique. Et pour ça, il y a des méthodes. Donc la méthode, c'est design thinking, c'est une sorte de réflexion holistique. Donc tu regardes le problème sous tous les points de vue possibles. Et c'est là où je disais que ça ne peut pas marcher si tu commences à exclure des gens. Okay. Et que tu dis, bah, ce problème-là, c'est que la créa qui peut y répondre. Ben non, peut-être que c'est le chef de projet, peut-être que c'est le développeur, peut-être même que c'est la femme de ménage de l'agence qui va trouver la solution. Ouais. Et si tu te coupes d'un des points de vue, forcément, tu n'as pas l'entièreté de la vision. Okay. Donc déjà ça te permet de dire, bah oui, une réponse créative, c'est pas forcément une réponse qui vient d'un créatif. Entre guillemets, j'ai dit bien entre guillemets parce que je pense que tout le monde est créatif en fait. Ouais. Voilà. Donc je détaillerai aussi ce que c'est. Bon, je peux même détailler tout de suite. C'est un certain nombre de phases qui te permettent, dans un premier temps, d'avoir une sorte d'immersion, d'empathie envers la personne qui a ce problème-là. Donc tu vas essayer de comprendre. Je vais chercher des exemples très précis tout à l'heure, mais tu essaies de comprendre le problème. Et le problème de la personne qui l'a, donc essaie de te mettre à sa place. En l'occurrence, c'est un client qui va exposer une commande et voilà. Ça va être ça la problématique. Cet exemple-là. Une marque vient te voir parce qu'elle veut résoudre tel ou tel problème dans sa chaîne de production. Donc, il faut que tu te poses la question. Celui qui est en train de me parler maintenant, est-ce que c'est vraiment lui qui a le problème? Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de l'exprimer d'une façon qui n'est pas juste? Et du coup, tu vas aller, au lieu de l'écouter lui, tu vas aller voir le mec qui a ce problème-là dans la chaîne de production. C'est peut-être le mec qui conduit le Fenwick ou voilà, tu vois. Et c'est lui que tu vas aller voir. Si tu ne fais pas ça, déjà, ton problème, tu l'as pas bien cerné. Donc, il y a cette phase-là où l'immersion peut être longue ou alors elle peut être très facile si c'est un domaine qui te concerne. Si on te dit de faire de l'immersion dans la réponse à une problématique d'un gars qui enregistre un podcast, forcément, tu as déjà des clés. Donc, quand tu vas l'écouter, tu vas vite cerner. Mais si c'est pas un domaine que tu connais, il va y avoir cette phase qui est un peu plus longue. Une fois que tu as fait ça, il y a une deuxième phase qui est importante, c'est synthétiser tout ce que tu as compris de cette immersion-là. Et c'est super important parce que tu peux penser avoir compris certaines choses et tu peux déjà avoir un delta de compréhension entre ce que toi tu as vu et ce que le client t'a demandé. Ouais. Donc à un moment donné, il faut que tu lui exposes le résultat de ton immersion pour que vous mettiez d'accord. Et c'est seulement à ce moment-là que tu rentres dans une phase qu'on va appeler plutôt ce qu'on pense de la création, c'est-à-dire on va essayer d'avoir des idées pour répondre à cette problématique. Mais normalement, quand tu as fait ta synthèse de l'immersion, ça a mis en exergue. Tu as mis un certain nombre de choses en avant. Et quand tu vas avoir des idées, tout le but, c'est venir mettre chaque idée en face d'un des éléments que tu as identifié et voir si ça y répond. Okay. Et si ça y répond pas, ça compte pas en fait. Même si c'est une idée géniale, si ça répond pas au problème, bah t'es hors sujet quoi. Voilà. Ouais. Et une fois que tu as fait cette phase d'idéation, là on rentre dans des choses plus pratiques. Tu crées un prototype. Donc ça peut être une application, un site internet, ça peut être des process de fabrication, de production, ça peut être plein de choses. Et c'est pour ça que le design thinking s'applique à tout. Et il faut vraiment que quand je vous donne la parole, j'essaie de prendre un exemple concret qu'on va détailler. Si vous avez une problématique, vous m'en parlez, on va essayer de déployer ça. Et une fois que tu as fait le prototype, bah, tu vas le tester. Tu vois, souvent, on parle des marques et de leur positionnement. Et je pense, quand on pense créativité, on peut aussi beaucoup penser à la pub. J'imagine, tu vois, les changements de paradigme ou de communication qu'ont fait des marques comme Adidas, Lacoste, tu vois, à se dire on va s'inspirer de l'urbain. Je pense qu'au départ,
Ça part de l'idée, peut-être même d'un marché, en fait, d'une constatation pure et dure financière sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a des parts de marché qui sont un peu inexploitées. C'est sûr que ça part de là. Ouais. Donc du coup, le client, lui, il va l'exprimer. J'imagine que le client soit Adidas. T'as un directeur de marketing qui dit bon bah ce serait cool parce qu'on a telle proportion dans notre part de marché qui correspond à tel public et on peut aller encore chercher plus. Et donc augmenter bénéfices, rentabilité, patati patata. Il y a un Gus qui dit bon bah super, on va faire appel à une agence de créa. Comment aller chercher ce nouveau public en fait? Ouais. Bah, là j'ai envie de dire, tu décris déjà un directeur marketing de la marque qui est assez doué et avancé dans son métier et qui a déjà identifié la nouvelle cible. Ouais. Ça peut être encore pire. J'arrive plus à vendre mes chaussures. Ouais, ok. Je sais pas. J'arrive pas à m'imaginer qu'il n'y ait pas des gens assez compétents dans ce genre de grosses boîtes. Je sais pas. Moi, mais l'expérience a prouvé. Voilà, je ne vais citer personne. Mais voilà, ça peut être juste le constat froid de je vends plus. Ouais. Voilà. Et donc, le travail, donc, soit du directeur marketing côté marque, ou soit de l'équipe côté agence, ça va être d'identifier. Quand je parle d'immersion, c'est il y a cette marque-là, mettons Adidas, et ben on va aller voir les concurrents qui font ça, etc., qui touchent peut-être le même public, un public différent. On va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas une niche à aller prendre, etc. Et la force et le côté créatif, c'est de sortir aussi de son environnement et de dire, ok, là je suis sur des chaussures, mais il faut que j'aille voir ce qui se passe dans la danse, dans la musique. Et en fait, tu vas créer comme ça des univers un peu parallèles. Et quand on parle de créativité, on parlait de solutions nouvelles. Si tu restes dans ta concurrence et dans ton milieu à toi, il y a très peu de chances que tu trouves quelque chose de nouveau. Ouais. Tu vas trouver de la nouveauté en allant chercher quelque chose dans ton benchmark, comme on dit, concurrentiel, aller chercher quelque chose qui n'a rien à voir. A priori. Ouais. Voilà. Et c'est là que tu vas avoir quelque chose qui va venir nourrir ça, qui va le rendre nouveau. Et dire, tiens, quand à l'époque, ils ont dit, voilà, on va prendre les Adidas et puis on va foutre ça sur Run DMC et compagnie. Ouais, c'est plus du sport. Non. Ça rentre dans ta vie. C'est une culture. En fait. Voilà, ça devient de la culture. Et ça, donc je sais pas si c'est côté marque ou si c'est côté agence, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est posé la problématique au-delà du problème de base qui est j'aimerais vendre plus de chaussures. C'est ok, comment je fais pour atteindre une cible qui n'est pas forcément concernée par ce que je fais d'emblée, mais qui va s'y intéresser parce que justement je vais semer des graines comme il faut pour changer le narratif de ma marque. Voilà. Ah, c'est top. Bah là, c'est vrai que nous, c'est une vision agence qu'on n'a pas forcément, nous, comme un des mortels qui ne travaillons pas dans des agences de com et de créa. Mais en fait, c'est intéressant de voir, en fait cet aspect de la créa qui répond à une commande. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, quand j'entends le mot créativité, je pense immédiatement à inspiration intrinsèque. Ouais. C'est-à-dire un truc pour moi, en fait. Après, bien sûr, ce truc pour moi nourrit mon travail et donc mon client va pouvoir en bénéficier. Mais là, c'est bien d'avoir justement la vision de gens qui sont payés pour être créatifs au service d'une commande. C'est-à-dire que ta créativité devient finalement ta valeur ajoutée et ta prestation de service, quoi. Et ça, c'est intéressant et ça me fait penser au film, pas du tout au film, à la série qu'il faut à tout prix que je continue, que tu m'avais conseillé, Mad Men, là. C'est incroyable. Sur la pub, parce que c'est vraiment un monde où, en gros, la pub, c'est la quintessence des choses à faire et à ne pas faire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on retrouve le pire comme le meilleur. Ouais. Et on sent tout de suite, justement, des gens qui ont été inspirés. C'est pour ça que je lis souvent la créativité à l'inspiration. Mais et ceux qui ne le sont pas, mais qui doivent répondre quand même à la commande. Et on a tous en tête des campagnes de pub où on s'est dit mais attends les gars, ça là, ça a été validé par un comité, ça a été validé par le client, ça a été validé par les investisseurs de la boîte en question, et vous lancez la campagne. Attends.
mais c'est de la merde. Tu vois? On va toujours pas te donner de nom, mais Non, on donnera pas de nom. Parfois, c'est le big boss qui dit, écoute, moi j'ai une idée de spot. Vous venez dans mon bureau, vous me filmez, je vais balancer un discours punchy et à la fin vous mettez mon logo. Ok. Bah, tu prends ton chèque, tu fais ce qu'on t'a dit. Tu rentres dans la prestat de service, quoi, Voilà, pur et dur. Et parfois, bon, là, je mets la faute sur le client. Sur le client. Parfois, c'est des agences qui bossent pas bien aussi. Donc, oui, dans la pub, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, ce que je décrivais, c'était plus ce qui t'empêche d'avoir, parce que tu disais, c'est un métier. Design, comme je disais, c'est tu dois répondre à un problème. Et donc, tu n'as pas le droit ou le loisir d'avoir le syndrome de la page blanche, comme on dit. Ouais. En fait, c'est ça. C'est ce truc-là, je pense, qui amène aussi à, in fine, avoir une campagne de merde. C'est qu'en fait, tu vas devoir livrer. Voilà. Mais si tu livres en te disant, ok, j'ai pas l'idée géniale, parce qu'il y a quand même des créatifs géniaux, hein, on va pas se dire, dans la pub, il y en a qui te trouvent une idée qui va fédérer, qui va toucher beaucoup de monde, qui va être mémorisable pendant des années, des dizaines d'années. Donc, il y a quand même des gens qui ont ce talent-là, plus créatif que la moyenne, on va dire. Et eux, je suppose qu'ils arrivent à très bien monétiser leur valeur. En général, c'est comme dans tout, hein. Quand tu sors du lot, le chèque va avec, quoi. On renvoie à l'épisode 3 sur la plateforme. Enfin, c'est l'épisode 2, mais peu importe. C'est le 2, reste tranquille. C'est le 3e qui a été posté. Voilà, vous pouvez aller réécouter l'épisode sur la valeur. De toute façon, quand on sera à 200, personne comptera. D'ailleurs, il s'appelle pas la valeur, il s'appelle un être humain ne vaut que 150 €. 150 balles. Ouais. Donc, ouais, qu'est-ce que je racontais déjà? Oui, donc il y a ce côté un peu... Il y a des gens qui sont un peu au-dessus du lot. Mais si déjà... tu te poses la question comment je réponds au problème, que tu fais toutes ces phases que j'ai décrites tout à l'heure et que tu trouves pas une solution, mais la solution. Ouais. Parce que si tu as rempli toutes les cases, normalement, ce que tu vas livrer fonctionne. Et ce que j'ai pas dit dans le design thinking, c'est que quand tu arrives à l'étape du prototype, que tu mets les choses sur le marché, on a la chance dans le digital d'avoir des outils sur lesquels tu peux revenir. Donc, tu testes en fait. Et même pour une pub, ce qui se fait, c'est que tu vas diffuser un panel d'abord, avant de lâcher le truc après le 20h. Ouais. Tu lâches ça devant un panel et tu te rends compte déjà... Des réactions. Voilà. Ouais. Donc, tu peux quand même tester ce que tu es en train de faire. Et là, tu vas choisir, et c'est ça qui est fort dans le design thinking, tu choisis de revenir à l'étape qui te convient par rapport à ce que tu as identifié comme problème. On l'a déjà dit dans un des podcasts, il faudra chercher lequel, à travers tout ce que vous avez écouté, c'est le concept de non destructif. Ouais. Donc là, c'est te dire, voilà, est-ce que je me suis planté à l'étape d'immersion, j'ai rien compris à la cible parce que je voulais faire des chaussures pour les jeunes et puis je fais un panel de jeunes, ils me disent, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas nous. Ah, peut-être qu'il faut que je refasse mon immersion. Peut-être que faut pas que j'aille que dans les lycées de Neuilly, mais que j'aille aussi dans les lycées de banlieue parce que machin, voilà. Donc tu vas te poser cette question-là. Ou alors non, mon immersion, ma synthèse était correcte, c'est juste les idées que j'ai mises en place qui sont pas géniales en fait. Ouais. Donc je reviens à l'idéation, je vais refaire 2-3 brainstorming avec l'équipe et on va essayer de trouver d'autres idées qui des ajustements. Ouais. Voilà. Donc c'est toi qui vas décider à partir de cette étape de prototypage là et de test à quelle étape tu reviens. Mais une fois que entre guillemets, c'est validé, normalement, tu as une solution. Et c'est un processus comme ça. Les processus itératifs, c'est les étapes se succèdent. Et celui-là, il est assez protéiforme parce que tu peux revenir à certaines étapes et c'est jamais terminé. Tu es toujours en train de designer, en fait, quoi. Et c'est ce que Apple fait. Hein. C'est que à l'iPhone 15, ça veut dire quoi? Que le premier, aujourd'hui, il est pourri. Ouais. Mais à l'époque, c'était un truc de ouf. Voilà. Donc, c'est se dire, aujourd'hui, c'est la solution. Mais il faut pas rester là. On continue à trouver ce qui fait que ça marche. Ce qui est fou, c'est que sur je crois que depuis le 12 ou 13 justement iPhone, ils reviennent à ce qu'ils faisaient un petit peu dans la collection des 4, il me semble, avant que ça devienne arrondi. Ouais. Arrondi qui était déjà présent pour le premier, notamment. Puis c'est passé au carré. Et en fait, c'est juste un aller-retour. Ouais. Mais on te fait comprendre que ça, c'est la nouveauté, quoi. C'est le... Mais ça, c'est le talent d'Apple qui sait te vendre aussi. Pour moi, s'il y a des choses qui sont un peu superflues,
Mais c'est leur talent de te faire comprendre que c'est pas ce qu'ils te vendent, c'est comment ils le font et pourquoi ils le font. Voilà, donc, Là, c'est un niveau finalement de trendsetter, quoi. C'est-à-dire que tu vas créer ta tendance et si demain ton iPhone il ressemble à une poule, peut-être pas. Mais en tout cas, ils ont compris ce qu'attendait le public et ils créent de la novation dans le design sans en créer non plus. C'est pas disruptif, même pour eux. C'est l'avantage d'être prescripteur en vérité. Ouais. Et ils arrivent à un stade où c'est plus, tu te poses la question, qu'est-ce qui ferait que j'achèterais pas le nouveau? En tout cas pour ceux qui sont vraiment aficionados. C'est plus, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de prendre le 15 quand il va sortir, quoi? Parce qu'en fait, c'est inscrit, l'année prochaine, j'ai mon nouvel iPhone, quoi. Sans rentrer dans une autre étape que plein de marques aimeraient avoir, c'est-à-dire l'attente du nouveau produit pour pouvoir dépenser, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est un autre niveau. Félix, quand on parle créativité, le mot comme ça, qu'est-ce qui t'inspire? Je parlais de peur tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça peut t'inspirer? La patate chaude. Toujours. Qu'est-ce que ça m'inspire, la créativité? Du coup, après cette déconstruction, reconstruction de Sergio, pas mal de choses. Parce qu'en fait, là, je me rends compte, en l'écoutant, que finalement, la créativité, c'est ni plus ni moins que de la réflexion autour d'un problème. Et à partir de ce moment-là, tu sors, peut-être pas complètement, mais en partie du prisme selon lequel c'est réservé à des artistes. Donc du coup, tout le monde peut se sentir concerné par la créativité. Et ça m'a fait marrer ce qu'il a dit tout à l'heure, la solution peut venir de la femme de ménage. Grand respect aux femmes de ménage, c'est pas du tout... Non, mais c'est que en fait... Grand respect aux jardiniers. Aux jardiniers, on s'est fait retoquer. Pris par la patrouille. Je m'en excuse platement. Dédicace à Juju. Dédicace à Juju fort. Et j'en étais où? Ouais, la solution peut venir de n'importe qui. Et ce qui est cool, parce que moi, c'est là-dedans que je me retrouve finalement, c'est que moi, j'ai pas l'impression d'être un grand créatif, même si en disant ça, je me rappelle que j'ai fait quand même un peu de danse, un peu de trucs, plutôt jeune. Je me débrouillais pas mal. Et bref, mais en fait, c'est ni plus ni moins que de la résolution de problèmes. Et c'est en fait mon taf, finalement, c'est d'être créatif. Parce que moi, mon taf, au sein de notre société, avec Vincent, c'est de résoudre les problèmes. C'est ça. Et de faire rentrer des carrés dans des ronds, des ronds dans des carrés. Et ça, c'est créatif, hein, les gars. Ah ben c'est plus que créatif. Ouais, c'est pour ça que je disais, moi, je vois pas pourquoi ou comment tu pouvais même t'interroger sur... c'est parce que vous, les créas, vous avez mis trop de barrières. On se sent petit à côté de vous. Non, mais tu vois, c'est vraiment cette idée-là, je pense, entre guillemets, élitiste, tu vois, qui est imposée dans l'inconscient collectif, qui fait que, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont écouter l'épisode, qui vont se dire, ouais, en effet, moi, la créativité, je pense pas que ce soit un truc, en gros, si je dois mettre une qualité ou une compétence dans mon CV, est-ce que je mettrais créativité? Pourtant, c'est des gens qui passent leur journée à être créatifs. Et en fait, il n'y a pas un corps de métier où il n'y a pas un entrepreneur qui n'est pas obligé d'être créatif d'une façon ou d'une autre. Que ce soit dans la façon de... Où il ne le restera pas longtemps. Ouais, où il ne le restera pas longtemps. Mais en fait, que ce soit dans la façon d'aller séduire un client, de trouver une solution... Enfin, il y a 1 milliard de façons d'être créatif. Que ce soit boulanger, si tu décides de rajouter, de faire ton pain au chocolat d'une certaine forme. De malade. En fait, t'es obligé d'être créatif tout le temps. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'être un artiste confirmé. C'est pour ça que c'est cool de commencer par les définitions, parce que là, effectivement, on est sur la deuxième définition qui est dans la résolution de problèmes. Si on s'attarde sur la première, il y a un truc qui fait que effectivement, résoudre le problème, c'est pas suffisant. C'est quand on parle de problèmes nouveaux, solutions nouvelles. Et c'est là où il y a beaucoup de choses dans la vie. On parlait aussi d'intelligence collective et c'est quelque chose qu'on prône souvent. En général, ça va te permettre de résoudre un problème qui existe déjà. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est si tu veux atteindre ce côté nouveau, il faut que tu ouvres un peu l'horizon. Et que tu te dises, je suis en train de parler de musique et je dois créer une application pour la musique. Je vais aller regarder dans la cuisine s'il n'y a pas des idées que je peux appliquer à ça. Ça, c'est un truc dont tu nous as beaucoup parlé en off et bien avant, depuis des années, sur le fait d'aller chercher des solutions dans des domaines connexes. Et c'est de là, en fait, d'où... C'est ça, et c'est difficile tout de suite de pouvoir imaginer. C'est pour ça que je disais, il faut que j'arrive à trouver un exemple qui illustre bien ça.
Mais c'est comme ça que tu fais un vrai gap créatif et que tu apportes une solution innovante. Parce que si tu fais la même chose que les autres, forcément, tu vas peut-être répondre à la problématique, mais ça sera pas forcément créatif. Ouais, c'est ça. Ce sera peut-être juste un peu mieux ou beaucoup mieux exécuté, mais tu seras pas dans quelque chose de nouveau forcément. Bah, les exemples courants, c'est Uber. Si ça avait été fait par des taximens, c'est sûr que ça n'existerait pas. Ouais. Voilà. Parce que c'est des gens qui avaient le problème et qui l'ont vu sous l'angle de la personne qui a ce problème-là. Je ne trouve pas de taxi. Donc quand ils créent cette solution, forcément déjà, c'est vu un peu différemment. Je me laisse encore quelques minutes pour trouver quelque chose de plus Moi, parlant, mais quand je reprends justement cette première définition, du coup, je colle ça un petit peu avec mon parcours, mon vécu. Et initialement, c'est vrai que je faisais beaucoup d'écriture musicale. Pas de composition, bien que si, j'ai fait un peu de composition au piano, mais voilà, j'ai jamais excellé là-dedans. Mais c'est exactement ce truc-là de se dire, en fait, quand j'écris une chanson, les mots sont les mots. Ils existent depuis plusieurs siècles, d'autres qui arrivent, mais ils sont employés par des chansonniers depuis des années, des décennies. Et ce qui nous reste, c'est finalement les combinaisons, comment on va les associer, mais une rime reste une rime. Donc c'est fort probable que j'ai fait rimer le mot bouilloire avec passoire au même titre que... Bon, ceux-là, je crois que je les ai jamais fait rimer. Mais au même titre qu'un autre a employé les mêmes mots, qu'est-ce qui va être novateur en fait? Et finalement, c'est ce que t'es. Et ce que t'es, tu le nourris par ce que tu vis. Et moi, ça, c'est un truc vraiment incroyable que j'ai vraiment expérimenté, c'est ce problème de la page blanche. C'est-à-dire que la première ligne, pour la déclencher, il y a eu des fois où c'était de la torture quasiment. C'est-à-dire que j'arrive devant cette page et il va falloir que j'écrive cette première ligne. Et j'ai quelques idées, mais j'ai pas ce qu'on appelle l'inspiration. Et ce truc d'aller vivre des expériences autres, ça te permet en fait de créer cette inspiration. Et les moments où j'étais constamment bloqué, c'est des moments où j'étais focus que là-dessus. Et ça, c'est un point que j'avais justement sur le piano. En fait, je révisais mes gammes, et puis j'y arrivais plus en fait. T'avais ce truc-là où ça vient plus. T'arrives plus à enchaîner, t'arrives plus à créer de nouveaux accords ou quoi que ce soit. Et mon père me disait en fait, là t'es arrivé à un point de saturation. Tant que tu vas t'infliger ça là, tu pourras rien faire net de nouveau. Ça va être que de la répétition, d'erreurs. Va faire autre chose. Et quand tu y reviendras, ton cerveau il sera dans d'autres dispositions et ainsi de suite. Et toi, en effet, dans notre parcours, t'as souvent utilisé ces exemples. Et en fait, je le vois à quel point ça devient une source finalement on arrive à alimenter cette créativité et cette inspiration en multipliant les expériences. Et ça peut être dans le domaine de l'art, mais ça peut être dans un domaine complètement autre. Carrément. Ouais. Et moi, je l'ai vu, par exemple, sur des séries photos que j'ai voulu développer. Pour répondre à une commande, j'ai dû travailler finalement avec un service social, un CCAS. Et donc, c'est très loin de moi ce qui m'inspirait, de ce qui me faisait vibrer. C'est-à-dire que si je me posais pour me dire je vais travailler sur une série, clairement, j'aurais pas été dans le domaine de l'intergénérationnel ou autre. Et là, il y a une forme de demande, de sollicitation, puisque tu es photographe. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous accompagner dans ce travail-là avec un travail autour des seniors et autres? Et aujourd'hui, force est de constater que c'est la série qui a le plus de résonance auprès de mon public. Et je vois qu'en fait, j'ai réussi à le connecter à plein d'autres choses. C'est-à-dire que pour créer ces portraits finalement de seniors, je voulais pas du tout tomber dans le misérabilisme de la photo de senior type mutuelle où tu sens que il faut préparer les obsèques ou tu vois, pas du tout. Et donc je cherchais un peu ce truc-là. Et mon idée première c'était rappeler qu'en fait ils sont en vie et
encore pour un certain temps. Et donc, tant qu'ils sont en vie, ils sont en vie. Et le côté donner vie, c'était animer. Et moi, initialement, j'ai une formation d'animateur. Et je me suis dit, c'est marrant parce que souvent, on dit que les personnes âgées, quand tu finis par vieillir, tu redeviens enfant. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que je fais pas un parallèle où justement, il y a des personnes âgées en situation de jeu, en situation de farce, de blague, d'enfance, finalement. Et en fait, le fait d'avoir eu ce parcours d'animateur, le fait d'avoir eu finalement ce parcours même autour de l'humain, je voulais les replacer dans un truc. Et au final, je m'y retrouve à toutes les étapes de cette construction. Et je vois aussi que dans le lien que je crée avec finalement ces seniors-là, ils se prêtent au jeu à 200%. La vision, elle est comprise très rapidement. Il y a quasiment aucune limite dans ce qu'ils me permettent de faire avec eux. J'ai quand même une photo où il y a une octogénaire qui va chercher des préservatifs et il y a même pas eu de gêne en fait. Il y a pas eu de, c'est tout de suite et en fait c'est pour moi l'inspiration, la créativité, elle ressurgit comme ça, elle jaillit parce que tu t'es nourri de plein de choses. Et quand tu la forces, c'est page blanche quoi. C'est compliqué. Moi, j'entends deux choses dans ce que tu dis. C'est que, d'un côté, il y a le fait d'aller voir dans d'autres domaines. Et là, je parle plutôt du côté artiste. Moi, je suis plutôt artiste visuel. Et quand on me pose la question, quand on m'interviewe, qu'on me dit quelles sont tes inspirations, je dis souvent ça. Les gens s'attendent à ce que tu cites un peintre, un photographe, etc. Et moi, je dis c'est la musique. Ouais. Ah, tu me l'as toujours dit ça. Ah, c'est la musique et c'est la façon dont moi je traduis l'effet que la musique a sur moi avec mes outils à moi. Ce qui fait que tout de suite c'est forcément nouveau puisque c'est pas une image que je suis en train de refaire à ma sauce quoi. Voilà. Ouais. Donc forcément il y a quelque chose d'assez personnel dans la façon dont moi j'ai consommé, j'ai reçu, j'ai vécu la musique. Et il n'y a pas que la musique évidemment, mais déjà ça fait que c'est un angle un peu différent. Et deuxième chose par rapport à ce que tu disais, effectivement je pense que on passe des paliers créatifs en s'appliquant des contraintes. Donc parfois on te les applique parce que tu n'as pas le choix. Et si je parlais de design thinking, c'est tu as une commande et il faut répondre à une problématique. Mais c'est comme dans le sport, c'est-à-dire que tu arrives à un certain niveau et on crée ce qu'on appelle des handicaps. Ouais. C'est-à-dire tu vas jouer au foot, on va dire tiens maintenant tu fais plus que 2 passes. Tu vois. Et ça va débloquer quelque chose d'autre, ça va faire que demain t'es le Barça et personne voit le ballon tellement que ça va vite quoi, voilà. Donc ce côté créatif là, c'est aussi en se coupant de certaines choses que tu passes certains paliers. Aujourd'hui on est là, on bavarde énormément, tu vois, on fait des podcasts, etc. Il y a certaines contraintes qui font que on se concentre plus sur ce média là et on développe des choses qui sont pas forcément, en tout cas en ce qui me concerne, qui sont pas forcément naturelles. C'est-à-dire que oui, j'aime bien bavarder avec les copains, mais le faire comme ça en me disant tiens il y a peut-être un auditoire qui va écouter tout ça, ça met pas une répression mais on fait un peu plus attention. Un cadre. C'est une sorte de cadre. Ouais. Mais on le voit même sur l'essence même du Monday Meeting, parce que nous, on a fait des Monday Meetings, donc on l'a déjà dit, on rappelle. Vous pourrez écouter l'épisode, la genèse du Monday Meeting, mais aujourd'hui, tel qu'il est là dans le podcast, c'est vraiment une forme à part par rapport à ce qu'on faisait avant. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une forme à part, et en fait, on voit qu'on prend un mot et on essaye de le déconstruire, on le torture et on essaye d'en faire émerger une idée. Et finalement, c'est aussi une phase de créa qui est créée par la contrainte. Donc là, ton appui sur l'aspect de la contrainte, là, j'ai 1 million d'exemples dans ma tête et ça me parle. Félix ? Ouais. Moi, il y a la contrainte, ça me parle beaucoup. La question d'être dos au mur pour réussir à avancer, etc., ça me parle beaucoup. Et moi, j'ai une approche un peu différente, d'ailleurs que j'ai expérimenté il y a pas longtemps. Moi, je parlais de ma vision de la créativité, donc ma façon à moi d'être créatif, c'est la résolution de problèmes. Et il y a un moment où forcément ça peut saturer. Moi, là où je retrouve, j'arrive à me recentrer, ça fait très yogi ça. Non, c'est bien. On prend, je vous donne alors. Et du coup, moi c'est dans le fait de couper. Et il y a quelqu'un de très intelligent, je me rappelle plus qui c'était, qui m'avait dit
qu'il fallait pas attendre que le cerveau sature pour prendre cette inspiration-là. Et c'est quelque chose que j'ai compris il y a assez peu de temps. Mais finalement, moi, ma façon de réactiver ma créativité, c'est ça, c'est de prendre un pas de côté, aller faire complètement autre chose. Bah, là, dernièrement, je suis allé faire une semaine de chantier manuel chez notre ami Simon, qu'on salue d'ailleurs. Au Portugal. Et je suis revenu rechargé avec plein d'idées pour notre boîte, pour tout un tas de choses. Et je pense que ça fait partie des choses, ouais. C'est là l'idée de se causer un peu, se couper, aller voir ce qui se passe ailleurs, faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ouais, parce que là, pour le coup, le chantier, moi, le chantier, pas du tout ton domaine. Ah, c'est pas mon domaine. Mais au final, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ah ouais. Et je suis revenu à 200%. Donc voilà, c'est ma petite façon à moi de reconnecter. Un petit exemple, c'est pas l'exemple parfait auquel je pensais, mais quand vous pensez café, vous pensez à quelle marque? What else? Nespresso. Ouais. Bon. c'est qu'ils ont bien fait leur boulot. Et il y a Laure de Maison du Café pour l'enfance. Ah oui, c'est vrai. Avec la pub avec le damier, là, l'échiquier. Ouais. J'ai ce truc-là en tête, là. Il y a Brad Pitt qui arrive avec... comment il s'appelle? C'est DeLonghi? Non. Bah, tu vois, si tu sais pas, c'est qu'ils ont mal fait leur boulot. C'est qu'ils ont voulu reprendre une recette. Ils ont regardé, qu'est-ce qui marche? Tu mets une tronche, beau gosse, qui présente bien, et puis ça va marcher. Ouais. Non, c'est pas du tout ça. Non, le What Else de Georges Clooney associé à Nespresso, j'avoue que là, je crois que j'ai même le Pantone en tête de la couleur qu'ils ont utilisée, quoi. Et l'expérience, parce que là, tu vois, on parle de ce que vous avez répondu parce que la campagne de notoriété était bonne. C'est-à-dire que vous savez, What Else, c'est Nespresso. Et puis qu'on vient d'aborder aussi le sujet de la créa, de l'agence et tout, donc ça, on a cet exemple. Il y a ça. Et ce que vous n'avez pas forcément vécu, c'est l'expérience du consommateur. Et Nespresso se dit, bon, on va quand même remettre les choses en place. Ils vendent du café à la base. Ils vont chercher des codes dans quelque chose qui n'a rien à voir, l'univers du luxe. Et quand ils créent une boutique, c'est comme s'ils créaient une bijouterie avec un sens de circulation, avec les capsules, le SAV à un certain endroit. Des conseillers. Voilà, tu vas les conseiller. En fait, il y a tout cet univers-là de la bijouterie, de l'objet de valeur. Mais jusqu'à la rareté, puisque c'était compliqué d'acheter Nespresso. Une capsule, tu la trouves pas... Enfin, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais je croyais, à l'époque, tu la trouvais pas dans la grande distribution. Tu pouvais l'acheter que chez eux. Ouais, c'était ça au départ. Et voilà, en storytelling, il y a donc un consultant qui a écrit une sorte de théorie. En tout cas, il a réussi à rationaliser les types de storytelling en les attribuant à chaque jour de la semaine. Ok. Monday. Donc lundi, c'est le jour de la lune. Donc c'est les entreprises qui sont plutôt discrètes, qui rayonnent, mais j'aurais dû commencer par le dimanche en vrai, parce que dimanche c'est Sunday, le jour du soleil. C'est les entreprises qui brillent par leur savoir, donc ça va être en général tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être médias. Ouais. Okay. Un journal comme The Sun en Angleterre. Donc voilà, c'est la connaissance. Donc on rayonne et on balance le savoir. Twitter, etc. Le lundi, c'est donc des gens qui vont rayonner, mais comme la lune. En fait, c'est la lumière du soleil qui réfléchit sur la réflexion. Voilà, donc ça va plus être je suis discret, je sais, mais je suis discret. Ça va être des sociétés qui ont en général un savoir-faire très profond, quali, mais du conseil, un peu compliqué à expliquer. Ok. Donc ça va être une expertise, mais voilà, Areva, machin, tout ça, qui à un moment donné vont vouloir que tu comprennes un peu ce qu'ils font, mais c'est compliqué. Voilà. Mars, c'est la guerre. Ok. Donc, Axe. non, Axe, on y reviendra un peu plus tard. Mardi, c'est la guerre, c'est-à-dire en général c'est le deuxième du secteur. Ok. Donc c'est celui qui veut ta peau. Ok. C'est Pepsi qui veut la peau de Coca. Adidas qui veut la peau de Nike. Voilà, donc en général les campagnes, c'est les campagnes guerrières. Voilà, ça va être Puma, et on sort les lions, les griffes, machin, tout ça. C'est la guerre. Mercredi, Mercure, c'est le dieu des commerçants.
Et du coup, on va plutôt essayer de rassurer le public. Donc, ça va être les assurances, ça va être aujourd'hui quand tu regardes toutes les marques de grande consommation qui vont te parler de prix, on est là avec vous, machin, Leclerc, Intermarché. On a cité assez de marques là. Hein. Voilà, normalement, vous pouvez tous nous sponsoriser cet épisode, bande d'enfoirés. N'hésitez pas. Jeudi, là c'est le premier de la classe, Jupiter, Macron. Okay. Le dieu ultime. Voilà. Donc c'est Nike du coup. Ok. Ça va être Apple. Voilà, Louis Vuitton. Ça va être des marques qui dominent, qui sont installées, qui dominent. Voilà. Vendredi, donc c'est pour ça que je suis venu sur ce truc-là. Vendredi, c'est Nespresso. Vénus, c'est la séduction, le désir. Le désir. Donc ouais. On va générer ce désir-là chez la personne en créant notamment la rareté. Et donc, si je rentre dans Nike, bah, ça va être les collectors, les nouvelles Jordan, bah, tu fais la queue. Les rafles. Tu vois. Aujourd'hui, t'es tiré au sort pour avoir une chance de dépenser ton argent. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable quand même. C'est ce qu'avait fait un moment, c'était qui Abercrombie et Fitch, là, où il y avait, désolé pour l'élocution douteuse, mais c'est bon. Où il créait en fait, il y avait un videur en fait, un vigile devant, et puis t'avais un comme pour rentrer en boîte, t'avais une petite barrière et on t'accordait le. Bon. Tu me fais une passe D parce qu'on arrive au samedi et je vais revenir sur Axe et je reste sur Abercrombie. À un moment donné, ils avaient pas des vigiles, mais il y avait des vendeurs torse nu. Ah oui. C'est marrant pour vendre des sapes quand même. Voilà. C'est incroyable. Samedi, c'est Saturne, donc Saturne, c'est le bordel. C'est le sexe. C'est ça, c'est la luxure, c'est Saturne. Voilà. Je l'aurais mis sur vendredi, Vénus, mais... Non, c'est Saturne. Ok. C'est les Saturnales, c'est le bazar, quoi. C'est un délire. Et donc, c'est Axe, à un moment donné, c'est tu mets le parfum et puis t'as les anges qui tombent, t'as les nanas qui te courent après. Ok. Voilà, ça, c'est ce truc-là. Ginny, ça à l'époque. Voilà. Il fait chaud, voilà. C'était quoi déjà? C'était Schweppes aussi qui avait fait une campagne de ouf avec... à l'époque... What did you expect? Voilà. Donc, oui, exact. Ouais. Vous êtes bons les mecs. Donc ça, c'est le samedi. Le samedi, c'est on ramène tout au sexe. Et d'ailleurs, il y a certaines marques de luxe. Je pense que Gucci avait fait ça à l'époque. Donc c'est des campagnes où tu vas avoir un mannequin nu qui est posé sur un mec en jeans. Enfin, des trucs qui ont rien à voir avec vendre un jean, mais on en rajoute un peu de sexe et ça vend. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai fait le tour parce que j'ai déjà fait dimanche. Donc, c'était pour dire, effectivement, vendredi, Nespresso, donc tu crées le désir par la rareté, mais tu crées aussi ce sentiment de luxe par le design que tu fais dans le magasin et le fait d'aller chercher finalement des codes qui ont rien à voir avec la grande consommation, vu que on parle de café quand même. Et ben, tu crées une marque qui aujourd'hui est au-dessus du panier, quoi. Voilà. Donc, du coup, une marque qui est identifiée comme une marque du lundi peut aller chercher une communication. Alors pour le lundi, pas au samedi, parce que je pense qu'il y a des associations qui se font pas. Si Areva se met à faire du sexe, ça va être vraiment particulier. Compliqué. Hey, salut, bienvenue chez Areva. Chercher ton nucléaire. Tu veux mon plutonium? Merde. Ça pourrait être très marrant. Mais du coup, je pense que ça détruirait l'image de marque. Le titre de cet épisode. Tu veux mon plutonium? Mais du coup, tu peux prendre cette liberté de te dire je vais aller chercher les codes d'un autre jour, même si je suis identifié en tant que... Ouais. C'est-à-dire que, je suis Nike, je suis premier, donc je suis jeudi. Ouais. Mais Adidas commence à me fatiguer, là. Ouais. Ben, je sors une campagne du mardi. De la guerre. Ouais. Nike, à un moment donné, donc ils avaient tous les maillots, il y avait un V sur l'avant du maillot. Ouais. V comme Victory. Ouais. Et t'avais Didier Drogba, Raphaël Nadal, enfin tous les athlètes avec un V. Nous, on a les gagnants, quoi. Ouais, dessiné sur le torse, quoi. Donc voilà, tu réponds quand même pour dire, je suis là. À l'époque, Pepsi avait fait un truc pour Coca-Cola. Donc il y avait une canette, je crois. Et en gros, c'était... je me rappelle de cette campagne. Voilà, donc c'était sur le principe de... la canette de Pepsi a une sorte de cape rouge qui l'entoure et c'est le truc de Coca en fait. Ok. Et il disait pour Halloween en gros je me déguise en monstre quoi. Et Coca sort la même campagne et dit en gros et il voit le truc comme si c'était la cape de Superman et en gros tout le monde essaie de se déguiser en son héros tu vois.
Voilà, donc tu Ben, rentres tu dans vois, une campagne là, comme ça. on rentre encore dans cette contrainte, mais du coup, qui va être celle de la concurrence, Ouais. finalement. Ouais. Et en fait, dans ces trucs-là, on voit finalement dans cette compétition l'émergence d'une créativité florissante Ouais. et surtout qui impacte le public, tu vois. C'est-à-dire que c'est un parti pris, tu rentres en guerre ou bien tu vas chercher un... De parler C'est ça. ouvertement de ses concurrents. Mais c'est un parti pris et je trouve que ça fait partie des meilleures campagnes. J'en ai une justement qui est magnifique. Là, c'est une campagne de pub vidéo. En l'occurrence, c'est Pepsi. En gros, et c'est une pub pour Pepsi où t'as un petit qui arrive devant un distributeur et il commande un Coca, Ouais. tu vois. Et puis il recommande un Coca. Et puis il recommande un Coca. Et en fait, il empile les Coca et il monte dessus pour atteindre le bouton du Pepsi. Ouais. Il prend le Pepsi, il part, il boit. Mais je dis, mais ça, c'est du génie, en fait. C'est magnifique. C'est Cette du pub-là, parce qu'il y a de l'humour, il y a Ouais. tout. Et puis même un mec de Coca, je pense qu'il voit ça, il explose de rire. Ben, Et puis, c'est du génie. Et si tu veux, les Américains ont plus l'habitude que ça. Parce que eux, depuis longtemps, la publicité comparative est autorisée. c'est autorisé, ouais. Voilà. Et ça fait pas très très longtemps que c'est autorisé en France et que il y a encore C'est même timide encore. Ouais, c'est timide. C'est Et puis il timide. y a encore d'ailleurs. On veut pas froisser en France quand même. Hein. On n'est Ouais, pas. ouais. Bah, un exemple dédicace à notre frérot Samuel Malka qui sera bientôt sur le podcast. Yes. Qui avait fait une campagne. Sam était directeur de création dans une agence de publicité à La Réunion. Mhm. Et il avait fait une campagne pour un opérateur mobile local. Oui. Voilà. Nous, on l'a en tête. Ouais. Voilà. Et donc l'idée c'était de mettre en avant, je sais plus si c'était la couverture réseau ou je sais plus ce que c'était, mais en gros les chiffres étaient meilleurs pour cet opérateur-là vis-à-vis donc des opérateurs historiques, SFR, Orange et compagnie. Bouygues, ouais. Et donc il avait fait un graphique où en fait je sais plus combien il y avait de trucs, mais Il y avait 5. Cinq. voilà. Et du coup il y avait donc le chiffre de Zeop, je crois, Voilà, le Était- disrupteur. était plus haut que les autres, et donc il avait mis au milieu, ça faisait un doigt Un doigt d'honneur. d'honneur. Ouais. Voilà. Campagne magique, à vous saluerez. Là. Ouais, vous saluerez. Et il a Mais d'ailleurs eu magique, mais quelques petits problèmes. Voilà, je pense que c'est parti en justice, etc. Donc, je sais plus ce que. Il n'y a ce que pas ça de prix au donnait, panache. Il n'y a vraiment pas de prix au mais- Non, panache. le panache. Voilà, donc c'est ça aussi la créativité. Vous aurez Sam au micro et on parlera, je pense, de Ouais, désinvolture, Ah insolence D'insolence. et comment ça se lie à la créativité. J'aime bien le terme de panache. C'est un côté très Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Bah là, oui, c'est clair qu'avec ça, on pourra parler de panache, ouais, complètement. Mais non, mais c'est intéressant en fait de voir finalement si on reprend, c'est que la créativité, c'est pas c'est pas réservé à une élite. On la retrouve partout en fait. La créativité, tu peux la voir dans la façon de faire tes courses en fait. T'as des gars qui sont très créatifs pour être vraiment optimum. C'est pas du tout mon cas, c'est l'enfer. Mais la créativité finalement, on peut la retrouver partout. Elle peut répondre à une commande comme elle peut venir d'une inspiration profonde. Plus on la diversifie, plus on arrive à la nourrir. Elle se nourrit aussi et elle est encore plus efficace dans la contrainte. Et d'ailleurs, en fait, ça fait partie des recettes. Donc là, finalement, on a défini quand même pas mal de recettes dans la façon de forcer l'inspiration ou la créativité. Et moi, je voulais poser la question, est-ce que des fois, c'est pas une saloperie d'excuses, la créativité, pour masquer un manque de travail? Ah. Est-ce que c'est pas un truc, tu vois, je m'imagine bien le truc, je dis ça parce que j'en ai parlé avec Sam. Ouais, je vais coller ça sur un parti pris artistique. Ah est-ce que ça c'est la créativité? Parce que ça revient à ce que je disais au début. C'est-à-dire que ce fameux langage que les autres ne comprennent pas, Ouais, ça te dispense d'explications ou de c'est ça. ou de compte à rendre finalement. Et tu dis non, en fait c'est mon parti pris comme on dit. Ouais. Mais si tu remets ça dépend où tu fais ça. Et je reviens sur le fait d'enseigner dans une école d'art appliqué, j'insiste vraiment sur le mot, c'est que on n'est pas là pour former des artistes, on est là pour former des designers. Ouais. Voilà. Et le but, c'est pas que tu exprimes ce que tu as envie, non, c'est que tu répondes à une problématique. Qui est appuyé par une science, finalement. Design thinking. Donc, je veux bien que tu y mettes tes influences et que quand tu
évolues dans le métier, tu es ta patte, parce que c'est ça qui va faire que tu as le gros chèque et qu'on vient te chercher pour qui tu es finalement. Mais à un moment donné, tu es là pour faire quelque chose, quoi, voilà. Et j'insiste là-dessus. J'ai aussi besoin, parce que j'aime la liberté, de m'exprimer en tant qu'artiste sans qu'il y ait de raison ou sans que j'ai à me justifier là-dessus. Je crée ce que j'ai envie de créer, avec l'inspiration du moment ou l'inspiration d'avant. Enfin voilà, c'est un autre domaine. C'est selon le cadre. Voilà, et quand tu es dans ce cadre-là, moi je trouve intolérable justement que tu essaies d'imposer quelque chose qui ne répond pas. Si ça répond, moi, ça me va très bien. Tu fais un truc qui fonctionne et que t'as pas besoin de l'expliquer, ça marche. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. C'est pour ça que je disais, il y a vraiment des génies créatifs qui vont trouver la solution sans forcément avoir fait tout ce process-là, mais qui voient la solution et qui la déploient. Mais comme on le dit en tout, en fait, en peinture, en photographie, en musique, avant de s'émanciper des règles, il faut les maîtriser parfaitement. Ouais. Et je pense que c'est ce qui différencie un peu le génie de l'escroc. Non, mais c'est... Quand tes pairs arrivent à comprendre ton génie, pour moi, c'est que tu t'es plus dans la case de l'escroc. Quand tu peux être retoqué par des gens qui maîtrisent ce domaine-là et qui peuvent le déconstruire rapidement en disant tout ça c'est de la foutaise, là ça devient compliqué. Et là où ça devient fou, c'est que il y a à la fois la vision de l'expert, donc les pairs qui vont pouvoir valider ou non quelque chose, mais il y a la vision du grand public. Et je prends le domaine de l'art, notamment de l'art contemporain. J'ai déjà envie de vomir là. Non, mais il y a des... Aujourd'hui, on est face à des gens qui, pour une valeur spéculative, peuvent faire passer n'importe quelle escroquerie pour du génie, en fait. Ah, il y a des sculptures invisibles. Non, mais tu l'as dit, c'est la valeur spéculative qui change tout, en fait. Et finalement, on est dans ce rapport où c'est pas très compliqué d'orienter la masse dans un sens ou dans un autre. Je viens de vous parler de storytelling et de marque. C'est qu'effectivement, tu peux basculer de l'un à l'autre. Tu peux t'appeler Monoprix et pendant longtemps communiquer sur une image un peu plus haut de gamme que les autres. Et puis d'un coup, si tu te rends compte que inflation, machin, contexte, etc., ça commence à piquer, commencer à parler de prix comme les autres aussi. Voilà. Ouais. Donc, tu peux évoluer comme ça et les gens, finalement, ils se posent plus trop la question parce qu'il y a aussi le côté martelage. Hein. Si tu envoies ton message régulièrement... Mercurochrome. Ouais, tu vois, ça finit Mercurochrome. par le pansement des héros. Ça Ça finit par rentrer. Tu vois. Donc, il y a ce côté aussi... j'ai pas envie de dire que les gens sont cons, mais non, il y a certains ressorts dans l'esprit humain qui fait que la publicité existe toujours aujourd'hui. Ouais. C'est que tu arrives à, j'aime pas le mot manipuler, mais tu arrives à influencer. Voilà, c'est le mot. À côté de ça, j'ai envie de dire aussi, je sais pas comment l'exprimer. Gros blanc dans le podcast. Je peux rebondir tout de suite, mais attention, quand je rebondis là, ça peut repartir pour 1 heure, les gars. Ouais, vas-y, mais parce que j'ai pas fini. T'as dit le mot génie créatif. J'ai des choses. Génie créatif et escroc, la limite finalement entre les deux. Eh ben, je vais créer le lien avec ça entre le génie créatif et puis l'escroc et puis la masse en fait, qui va pouvoir maintenant s'accaparer peut-être cette créativité. Et est-ce que cette créativité ne va pas être destructrice ? J'ai encore envie de vomir. C'est la question que je pose parce que on parle d'intelligence artificielle partout. On voit, nous, dans nos applications, comment au jour le jour ça peut résoudre des problèmes. Ouais. Et la question rhétorique, c'est est-ce que ce nouvel outil va être destructeur de créativité ou au contraire, ça peut être un ajout à ce qu'on fait déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, Félix ? C'est une question... Franchement, j'ai pas la réponse. Le truc que je me dis, moi, je suis naturel plutôt, finalement optimiste, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai entendu, on a eu pas mal de discussions. J'ai eu pas mal de discussions avec des amis autour de l'intelligence artificielle. Pour certains, ça sonne le glas de l'humanité. Pour d'autres, c'est
c'est une révolution. Il y a que du positif. Je pense que c'est un peu entre les deux, forcément. Est-ce que je pense que l'intelligence artificielle va tuer la créativité ? Non, parce qu'en fait, c'est comme toute révolution technologique. Il y a des gens qui parlent du fait que l'intelligence artificielle va tuer des millions ou des milliers d'emplois et que sous 20 ans, 30 ans, on aurait tout un tas de chômeurs dans nos domaines à nous. Comme le rail. Le rail peut mourir, j'en ai rien à secouer. Non, je te parle du rail, les chemins de fer. Autant pour moi. Oh là là, il a glissé. Il a glissé, il a dérapé. Ouais, comme le rail, comme tout un tas de trucs. Et en fait, l'être humain s'adapte. Moi, c'est ma vision un peu globale du truc, c'est que on aura peut-être plus de, je sais pas quoi d'ailleurs, de monteurs vidéo dans 5, 10, 15, 20 ans, mais il y aura autre chose. Et en fait, c'est un peu le principe de l'humanité, j'ai envie de dire. C'est que les gens font avec les évolutions et s'adaptent. Est-ce que ça va tuer la créativité ? Je sais pas. Moi, je vois plein de gens qui pompent tout un tas de trucs sur Internet via ChatGPT ou tout un tas d'autres applications. Mais il y a tout un tas de gens à qui ça permet de créer plein de nouvelles choses aussi. Ouais. Et qui gagnent du temps dans leur travail ou même qui atteignent des nouvelles choses qu'ils pouvaient pas faire avant. Donc en fait, c'est comme les outils, tu vois, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme Internet, c'est ce qu'on en fait finalement qui va déterminer. C'est un outil. Et tu vois, tu parlais de. Si on se concentre vraiment sur le côté génératif, c'est-à-dire que je génère des images à la volée, etc. Quand ça a commencé, en tout cas quand le grand public a découvert ces outils-là, c'était un truc d'avatar où tu mettais ta photo et ça te sortait 10 avatars. C'est déjà mort, tu vois. Si c'est pourri, ça mourra rapidement. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Donc en fait, c'est ce qu'il faut dire. Si ça n'a pas ce plus-là créatif, ça disparaîtra. Je veux dire, à un moment donné, j'ai eu peur. Je crois que c'était en 2006-2007 quand j'ai vu apparaître la Technonique. Je me suis dit, merde, on est parti pour un truc qui va me casser la tête pendant longtemps. Ben, c'était tellement nul que ça a disparu. Ah, ouais. Voilà. Merci. Donc, voilà, aujourd'hui, oui, quelqu'un peut sortir une illustration aussi belle qu'un illustrateur de talent. Et alors ? Est-ce que c'est la même valeur ? C'est pas la même valeur, parce que elle est à côté d'un milliard d'autres illustrations qui sont sorties le même jour. Ouais. Et qui n'ont aucun sens finalement, et la profondeur qu'on attribue donc à l'art typiquement, c'est ce que je disais, c'est aller se nourrir d'autres choses et d'exprimer, d'avoir un message, un storytelling, etc. Tu vois. Donc la belle image, oui, c'est un outil pour faire de belles images. Ouais, clairement. Est-ce que c'est des images marquantes, mémorables et que tu n'oublieras pas dans ta vie? Bah, tu vois, moi, j'ai exactement cet exemple-là en tête. C'est la première image d'IA que je vois. Générée par Midjourney, je la vois arriver sur Instagram, tu vois. Et je dis, putain, elle est forte cette image. Je l'ai encore en tête, là, tu vois. Et puis ensuite, j'en vois 10 autres le même jour, tu vois. Et fini. Et voilà. Fin totale, parce que je reconnais tout de suite la page, je reconnais le prompt, en fait. Et ça annule finalement la valeur que j'avais pu accorder à la première. Du coup, même la première, je la saute. Je la garde en tête parce qu'elle m'a impacté. Ouais, il y a ce truc-là. Mais fin du game, tu vois. Et si j'avais pu l'associer, parce que moi, j'avais suivi du coup le compte du mec qui avait fait ça. Mais si j'avais pu associer ça que à son travail unique, là, c'était sûr que j'adhérais complètement au truc, tu vois. Ouais. Mais là, c'est sorti de mon... D'ailleurs, je vais me désabonner, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de son nom. Tout ça pour dire que moi, j'ai pas cette inquiétude-là. Pour moi, ça va servir. C'est-à-dire que la créativité, c'est aussi explorer des chemins, se planter. Voilà, c'est comme ça qu'on développe cette expérience-là d'aller fouiller un peu partout. Si aujourd'hui, tu peux aller fouiller sans trop te déplacer, en balançant 2-3 prompts et tout de suite dire « Ok, cette idée-là, elle vit mal sous cette forme-là », en tout cas, moi, je le vois comme ça et je l'utiliserai comme ça. Maintenant, c'est pour ça que je dis que ma question, entre guillemets, elle était rhétorique parce que, bon, c'est vrai qu'on a balayé le sujet en off des milliers de fois, mais maintenant que je vois et que je m'accapare aussi ces outils, je perçois justement ces limites et je pense au contraire que ça va être novateur et ça va créer justement de nouveaux créateurs en fait. Et je vois même les réseaux sociaux, on va prendre les réseaux sociaux qui sur certains aspects peuvent faire office d'infamie et en même temps tu te dis attends moi qui étais justement dans l'animation, j'ai vu l'émergence d'un jeune public qui veut créer une chaîne YouTube. Et je me dis, attends, le petit là... Il n'a pas de contenu.
il a pas de contenu du coup, mais il va devoir en créer un contenu. Et il se met en fait à se poser, à se dire qu'est-ce que j'aime faire. Et il se met à écrire des épisodes. Et je dis mais c'est magnifique ce qu'il est en train de faire. T'as un gamin qui vient de parler entre guillemets de sa passion et qui va construire un narratif. Ça va mener à rien. Hein. Il va faire sa chaîne YouTube, il y aura 12 vues, ses parents, truc. Mais en fait, ça le met finalement dans une production qui l'amènera sûrement à autre chose derrière. Mais entre ça et vivre tout simplement sa passion du jeu vidéo comme nous on a pu la vivre seul avec sa manette, et derrière plutôt aller en parler, discuter de sa passion, et puis en plus de ça avoir un semblant de ligne éditoriale, et puis te mettre à filmer. Donc il faut que tu t'accapares l'outil, et en fait je pense que ça va être exactement la même chose que pour tous les outils. Je pense pas qu'il y ait... Alors là, par contre, en termes de temporalité, ça, j'en sais rien. Est-ce qu'on est plus créatif aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 1600 ans ? Je pense pas. On a peut-être plus d'outils, ça nous permet d'aller plus vite. Sincèrement, quand tu remontes, je sais plus, on a déjà eu cette discussion, je crois. Hein. Je crois que c'était sur les risques, peut-être. On parlait de la préhistoire. Est-ce que c'est pas plus créatif d'apprendre à se planquer des T-Rex ? Oui. que de... Disons que les enjeux, les enjeux ne sont pas les mêmes. Non, voilà, tu vois. Si donc, tu te plantes sur la campagne de pub d'un client, c'est fâcheux pour toi, pour ta boîte. Exactement ça. Mais si tu te plantes sur l'arbre sur lequel tu te... Sur l'aiguisage de ton silex, t'es foutu. Voilà, et on parlait de ça avec les risques, effectivement, tu vois. À un moment donné, je pense que on a besoin de ça, et comme je disais, je crachais un peu dans la soupe créa. On a besoin de valoriser ce travail-là que tout le monde ne comprend pas forcément. Et c'est difficile de dire, ouais, justement, c'est un métier, c'est pas un mec qui est assis dans un bureau et qui attend que le flash arrive, quoi. Il y a pas mal de recherches, etc. Mais quand même, tu vois, on n'est pas en train de faire des opérations à cœur ouvert, quoi, tu vois. Ah, c'est vrai. Du calme. C'est vrai. Ouais. Et un truc que je voulais dire tout à l'heure, et tu y es revenu, moi j'écoute pas mal de podcasts en ce moment. Et je suis tombé sur une étude qui disait que à 5 ans, 98% des enfants étaient à l'état de génie créatif, et que 98%, et qu'à l'âge adulte, ce pourcentage descend à 2%. Voilà. Donc il y a vraiment ces génies créatifs qui existent. Mais dans ce chiffre, la discussion, elle était autour du fait que forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou plein de facteurs dans la société qui font disparaître ce génie. Ouais. Ça va être l'école, le système des notes, le machin, le fait que ce soit très dogmatique, que même, j'en discutais avec mon fils, ça m'a fait mal au cœur. Il m'a dit le cours qu'il aimait le moins, c'est le cours d'art plastique. Ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'on leur impose des choses. Et puis on l'a tous singé, ce truc-là. Tu fais un rond et tu fermes ta gueule, quoi. Ouais. Non, c'est pas ça. Il y a des choses à revoir. Donc, il y a des choses dans la société, la façon d'imposer les choses, etc. Finalement, d'installer cette peur, ce risque. On en parle aussi dans l'éducation financière. En fait, en gros, pour moi, le système scolaire est là pour former de futurs salariés. Donc, pas d'entrepreneurs, pas d'artistes, pas de gens de libres penseurs. Voilà, c'est ce que je trouve dommage. Et ce chiffre est là pour appuyer ça. C'est dire, il y a quelque chose qui se passe entre le moment où tu as 5 ans et le moment où tu es adulte qui fait qu'on te coupe les ailes, en fait. Du coup, c'est un peu paradoxal dans ce qu'on a dit aussi. Mais il faut qu'on arrive à le nuancer. C'est la contrainte peut nourrir ta créativité, mais le carcan peut l'étouffer abondamment. Oui, mais c'est pour ça que je disais, si tu commences à savoir que la contrainte, c'est toi qui dois te l'appliquer. Ouais, c'est ça. Tu vas dire, non, bon, allez, je c'est la tabassé, je me mets une main dans le dos, sinon c'est trop facile. Ouais. Voilà. C'est pas la même chose que... la contrainte choisie, voilà, que celle imposée. Ta tâche, donc tu vas trouver des choses, et souvent on voit des images d'enfants en Afrique qui s'amusent avec des boîtes de conserve et qui en font des trucs extraordinaires. Et oui, c'est parce qu'ils n'ont pas les jouets, VTech, machin, tout ça. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose qu'ils subissent et qu'ils arrivent à transcender. Mais en même temps que je suis en train de dire ça, je dis les enfants, tu vois. C'est qu'ils n'ont pas encore ce... ils ont pas encore ce truc qui le fait mindset de que la c'est vie. un problème, quoi. Qu'il me faut absolument la Jojo, alors que, ben non, en fait, tu peux t'amuser comme un fou avec ce que tu as, quoi, voilà. Donc, pourquoi je dis ça, finalement toutes ces méthodes-là, design thinking, les ateliers de créativité, les ateliers d'écriture comme tu peux en animer, finalement, c'est pas pour te faire découvrir quelque chose, c'est pour te faire te redécouvrir, finalement. Ouais. Parce que tu l'as été, ce génie créatif-là. Ouais. Et il est encore quelque part en toi. Et je pense que c'est intéressant. Nos parcours d'entrepreneurs fait qu'il y a beaucoup d'introspection et que forcément, à un moment donné, tu te retrouves face à ce gamin-là. Ouais. Et si on fait ce podcast, c'est pour souhaiter aux gens aussi d'aller titiller ça et de réveiller ce petit-là qui n'a jamais cessé de rêver finalement, quoi, voilà. Ça fait le lien avec quasiment tous nos épisodes où il y a toujours un retour à l'enfance. Enfin, il y a souvent un retour à l'enfance. Et moi, ça fait écho à ma série Toujours jeune, qui dit vieillir, c'est redevenir enfant. Espérons qu'en vieillissant fortement, et je nous le souhaite, qu'on puisse atteindre un âge bien avancé dans notre existence, qu'on redevienne ces génies créatifs et qu'on ne s'oublie pas. Quelque chose à rajouter, les Je gars? peux pas rajouter quelque chose là-dessus, les gars. Non, Les gars, là, c'est le j'avoue que tiki taka, là. Très, très, très bonne ponctuation de Maître Serge. Le cadet de ce podcast. Le cadet, notre Benjamin. Benjamin. Comment t'as dit ta série? Toujours jeune. C'est moi? À vie. 28 ans à vie. C'est ça. Les amis, c'était vraiment un plaisir de partager cette table ronde du coup avec vous. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet échange. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, sur laquelle vous vous êtes déjà abonné à l'émission, bien sûr, Monday Meeting, le podcast. Et vous allez pouvoir aussi activer la cloche. Parlez-en à vos amis. Faites des envois groupés, créez des groupes, parlez de ce podcast parce que c'est ce qui le fait vivre en dehors de notre motivation intrinsèque. Je pense qu'on s'est tout dit, les gars. Ouais, c'était bien cool. Je pense qu'il y a encore des choses à dire, mais on pourra les évoquer à un autre moment. Lors de nos 200 podcasts à venir. C'est ça. Les amis, on est sûrement amenés à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous.